Quelques chiffres pour commencer cette conférence, pour qu'on se remette tous un petit peu à l'ordre du jour, des éléments clés. Aurélie, je te propose de faire le premier. Oui, je veux bien. Avec plaisir. Je pense que le premier chiffre, vous-même, quand vous utilisez Internet, vous le savez déjà. L'idée pour Google n'est pas d'être un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Donc en fait, forcément, plus il fait bien son travail, plus les réponses se retrouvent en début de page. Donc forcément, 75% des internautes ne font jamais défiler cette page, tout simplement parce qu'ils trouvent la bonne réponse dès les 3 premiers résultats de recherche. Voilà, donc je pense que c'est plutôt explicite. Sur la vidéo, on le sait, aujourd'hui, du contenu innovant et différenciant, c'est important, mais il faut le redire à chaque fois. Sur les landing pages, 53% de chances d'apparaître en première page dans les résultats de recherche. Je sais que là, écrit là-dessus, ça paraît évident pour tout le monde, mais finalement, on n'est pas encore tous à le faire. Et voilà, donc pour nous, c'était un des chiffres clés à remettre là-dessus. Un autre chiffre assez bluffant, 1 milliard de recherches vocales aujourd'hui effectuées tous les mois, en janvier 2018, par la voix. Sur Google, on est à 20%. C'est quand même beaucoup, donc ça va être un élément phare à prendre en compte dès à présent. On en reparlera tout à l'heure avec Legrand. Et notamment sur les tendances, on va essayer de comprendre un peu plus pourquoi et comment l'utiliser, comment travailler justement les mots-clés, et plus que les mots-clés, mais des questions, des phrases pour apparaître devant les autres. Sur les publicités, tu veux dire un mot ou je continue? 52% voilà, du marché. C'est encore une tendance en forte progression. 209 milliards de dollars dépensés dans le monde en publicité en 2017. Donc évidemment, les dépenses publicitaires de mobile représentent toujours plus de chiffres et encore et encore. Les tendances. On a voulu noter 5 commandements à garder en tête. Si aujourd'hui, à la fin de cette conférence, il faut garder 5 choses en tête, elles sont là. On va commencer par parler des serious players. Je ne sais pas si ça parle un peu à tout le monde. Tout à l'heure, elle le disait, Aurélie, quand on fait une recherche, évidemment 90 à 95% sur Google, on recherche louer un appartement, une maison, acheter un produit. Aujourd'hui, on passe par des service players. Il y en a de plus en plus, que ce soit Amazon, Airbnb. Il faut être présent. Il faut vraiment être maintenant présent sur ces serious players et ne plus juste penser mots-clés, référencement naturel ou payant sur Google et les moteurs de recherche en général. Une chose à garder en tête, inonder les serious players. Deuxième point, le mobile first. Alors, le mobile first, en fait, il faut avoir en tête que plus de 60% des recherches se font maintenant sur mobile. Donc, tout simplement, on est passé de cette partie desktop qui est en décroissance au mobile qui est en explosion totale. Donc, forcément, Google va prendre cela en compte. Donc, on va passer vraiment de la partie responsive design au mobile first web design. C'est-à-dire que les bots de Google qui prenaient en compte avant donc ce qu'on connaît du référencement, donc la partie technique, la partie sécurité, le contenu, donc les backlinks, etc. Maintenant, ils vont plus prendre en compte en premier cette partie desktop, mais vont bien prendre en compte la partie mobile. Donc il y a un nouvel outil qui est en train d'être testé par Google, qui est l'index mobile first, justement, qui est en cours de test, donc je pense qu'il sera lancé d'ici quelques mois, dans les 4 mois. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que forcément, 72% des consommateurs un autre élément que j'ai complètement oublié, donc c'est cette partie justement, passage du design desktop au passage mobile, mais aussi la partie géolocalisation. Voilà, j'insiste là-dessus. Je pense que vous-même, quand vous utilisez votre mobile, le premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que je peux acheter autour de moi, quels sont les événements qui sont autour de moi. Donc c'est vraiment cette feature-là qu'il va falloir développer le plus possible. Smart bidding. Tu adopteras comme stratégie SIA. Donc le smart bidding, c'est quoi? C'est des stratégies d'enchères intelligentes qu'on utilise sur de l'apprentissage automatique pour optimiser vos enchères au quotidien. Si je ne me trompe pas, il y a une suppression du clic converti depuis le 21 septembre 2016 avec AdWords, donc qui a simplifié à la mesure des actions. En clair, ils ne se sont pas fait chier, donc ils sont passés là-dessus.
Aujourd'hui, pour vraiment optimiser vos enchères, il faut maximiser le nombre de valeurs et les valeurs des conversions pour toutes les campagnes et les portefeuilles d'enchères. Le 5e point, SXO, c'est le sujet préféré d'Aurélie. Alors, le SXO, qu'est-ce que c'est? Je me suis entraînée pendant au moins peut-être 15 jours avant pour pouvoir bien le prononcer aujourd'hui. C'est un mélange, donc c'est le mélange entre le SEO et l'UX. Donc l'UX qui est l'expérience utilisateur, user experience. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, enfin pour moi, en fait, c'est comme si c'était une relation humaine. C'est-à-dire quand vous... Alors attends, on est sur une conférence SI et SEO et Social Ads, les relations humaines, on en reparlera peut-être plus tard. Ok, vas-y. Prends-moi le micro. Alors, quand même, je tiens à le dire. Quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, enfin, en 3 secondes, votre opinion de cette personne est faite, clairement. Enfin, tous ceux qui ont fait du recrutement, généralement, c'est comme ça. Vous êtes d'accord ou pas? Merci. Merci, quand même. Et bien là, tout simplement, avec le SXO, on est sur le même sujet. C'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous arrivez sur un site internet, en 3 secondes, votre opinion, elle est faite. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à l'information le plus rapidement possible. Tous les UX designers vous diront en 3 clics, on doit avoir l'info, max. Donc c'est vraiment, donc cette partie-là va vraiment se développer de plus en plus. Et donc les bots de Google qui avant, donc quand ils faisaient la partie référencement, se situaient sur la partie technique du site, vont maintenant faire attention à l'utilisateur, à sa façon de se comporter. Donc ça va vraiment être, je pense, le plus gros sujet dans les prochains mois. Merci Aurélie. On en oublie un, le 4, la voix. Donc je le disais tout à l'heure, il faut se concentrer de plus en plus sur le langage naturel. On a évidemment Google Home, HomePod, les recherches vocales donc, vont exploser. Je le disais tout à l'heure, 20% des recherches aujourd'hui sur Google passent par la voix. Donc on va vraiment devoir travailler maintenant sur la sémantique, elle est encore beaucoup plus loin. Donc on va quand même beaucoup être dans le test and learn, on ne sait pas encore comment comprendre, essayer d'analyser là-dessus en termes de data et d'utilisation des mots, des questions. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. On l'a déjà tous au moins fait une fois, une recherche sur mobile et la voix. Mais on en reparlera encore une fois tout à l'heure avec le grand. Il me semble que vous êtes un petit peu en train d'essayer la chose, le sujet. Alors on nous a demandé de faire un benchmark avec une cartographie des acteurs, que ce soit sur le SEO, SEA ou Social Ads. On en a noté quelques-uns. Évidemment, on peut partir du plus accessible au plus évident, sans avoir de budget, parce que même en ayant 0 budget, on peut faire certaines choses, ou en tout cas un petit peu, notamment avec Google Search Console ou SEMrush avec la version gratuite, et version Social Ads, pour n'en citer qu'un, ou de suite. On peut déjà commencer à faire pas mal de choses avec la version gratuite, vous pouvez retrouver tout ça dans le Yearbook. Et on a toute une page avec toute la carto mapping sur tous les outils à utiliser. Et on en reparlera encore une fois, enfin on va parler avec Rogazian, il me semble que tu en utilises pas mal chez GMF. Et d'ailleurs je vous propose tout de suite de commencer ce panel de discussion avec nos annonceurs. Hop. Je vous propose de commencer avec toi, Bruno. Oui, c'est parti. Rebonjour à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu de vocal. C'est un mot très à la mode. En fait, nous, déjà, on n'a pas travaillé tout seul. On est bien conseillé. On n'est pas une start-up, on n'est pas en mode agile. Donc, heureusement qu'on a un conseil SEO qui est d'ailleurs présent sur le salon. Il nous a, depuis un peu plus d'1 an, fait part des tendances de Google, moteur de réponse derrière un keywords, mais pas que. Très clairement, tout ce qui est question, voire même une réponse à une question, il nous a beaucoup challengé là-dessus. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment? À quoi? C'est quoi un permutateur? Vous savez ce que c'est un permutateur? J'en offre 3. Donc, et ben ça, c'est typiquement le genre de questions qui sont posées aujourd'hui par les internautes et sur lesquelles on n'était pas forcément positionné. Historiquement, c'est plutôt des blogs qui sont positionnés sur ces questions-là. Et c'est ça qu'on a travaillé. Et on l'a vu aussi, c'est très en phase avec cette tendance vocale, avec le mobile, consultation sur mobile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu mesurer. C'est-à-dire que on a touché de nouveaux clients avec la démarche dont je vais vous faire part. On a touché de nouveaux clients et beaucoup de consommation sur mobile. C'était un nouveau point. Juste pour rebondir, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu mesures ça et quel outil tu utilises aujourd'hui chez Legrand?
Alors, la mesure, elle est très classique, hein, c'est via de l'analytics, du Google Analytics, ouais, l'analytics nous montre que c'est du client B2C en mobilité et le week-end. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce client B2C en mobilité le week-end? Il vient sur des requêtes mais qu'on ne traitait pas avant. Ces requêtes, comment est-ce qu'on les a déterminées? Et c'est un peu la démarche méthodologique que je vais vous expliquer là. On a essayé de se mettre dans la peau de nos consommateurs, de se aussi d'échanger avec notre service client parce qu'on a une mine d'informations au niveau du service client, de regarder un petit peu ce que faisaient déjà nos concurrents parce que ça compte. Et derrière, ça s'est traduit par schématiquement une question-réponse, donc une URL, une page. On essaye de se placer dans la SERP. On parlait de mesures tout à l'heure, on le sent aussi, Google a, et vous l'avez vu, il y a beaucoup de bouleversements dans la SERP avec cette fameuse position 0, le featured snippet, le people also ask, autre réponse. Ça pose beaucoup de questions. On se glorifiait d'être en position 1, on voit que les cartes, elles sont rebasculées, rebousculées, et on sait aussi que demain, les études nous disent qu'à 80%, ce sera la position 0 qui sera utilisée en recherche vocale. Donc voilà, là aussi, on mesure pas ce biais-là. Donc on a quelques feature snippets et on en est fiers. Est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu de content, de SEO? Comment tu fais chez Legrand pour passer de B2B à B2B2C? Comment Ouais. vous faites en interne pour pouvoir vraiment vous positionner sur un certain nombre de mots-clés et notamment d'expérience, d'inspiration sur les utilisateurs finalement? Comment ils s'inspirent sur les métiers? On y discutait avec Aurélien là juste avant. La frontière entre déjà B2C et B2B, elle est de plus en plus fine. Ce qu'on a mesuré, c'est que le B2C, il veut vraiment être capable, même s'il va faire ses travaux, même si vous allez faire vos travaux, vous voulez être capable de discuter d'égal à égal avec votre installateur. Donc il faut donner un maximum de conseils, de réassurance, donner la possibilité de se projeter. Et ça, après, il faut le traduire en termes de médias sur le site internet par du contenu. Là encore, on va faire des guides, comment choisir mes interrupteurs électriques, sur des thématiques plus actuelles comme la maison connectée, comment être sûr que j'ai éteint toutes les lumières en quittant ma maison. Voilà. Par ce biais-là, on essaye de... et c'est des requêtes, vous l'avez vu, qui ne sont pas forcément brandées. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas comment choisir mon interrupteur électrique Legrand, c'est comment choisir mes interrupteurs. Donc on est un peu plus loin de la marque et on ramène des gens, le mot à la mode c'est incrémental, qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir chez nous. Merci Bruno. Et Aurélien, ça me fait penser à quelque chose. Comment tu fais pour passer du SEO au SIA, avec notamment l'approche complémentaire? Comment on fait? J'ai pas encore toutes les solutions, mais en tout cas, c'est un gros challenge qu'on a identifié. C'est aujourd'hui, on travaille très régulièrement de manière silotée. C'est un mot que j'entends beaucoup depuis ce matin. Le SEO d'un côté, le SIA d'un côté. Et là, aujourd'hui, on essaye d'avoir une démarche assez regroupée, de travailler la longue traîne et pas les évidences en SIA en comparaison avec comment on est positionné de manière naturelle sur nos résultats. Par exemple, sur vélo, VTT ou VTT pas cher, on est les 5 ou 6 premiers résultats de manière naturelle. Est-ce qu'on a enjeu d'investir autant en SIA sur ces recherches alors qu'on pourrait aller chercher un peu plus loin sur VTT haut de gamme ou d'autres sports, parce qu'on en a énormément chez Decathlon. Et notamment, juste pour compléter, on travaille avec des outils, donc là on est en train de changer, donc je ne vais pas le préciser, mais de pilotage de la position qui va derrière nous permettre ensuite de réajuster le budget SIA. Pour aller plus loin, vous avez notamment une problématique du local, je crois, chez Decathlon. Je ne sais pas si je peux le dire, mais sur les nouvelles marques de sport. Tu m'en avais parlé, tu sais, il y a quelques jours au téléphone. Du coup, vous avez cette problématique où vous devez vous positionner sur différents mots-clés. Et donc, en local, comment vous faites pour gérer cela?
Oui, moi ce que je voulais partager, c'était à la fois donc SEO, SIA, le local, parce que nous on est donc concepteur, distributeur, donc on a une marque Decathlon, on a énormément de sous-marques, Keepsta, Between, et on a plus de 325 points de vente en France. Et c'est comment justement ces points de vente, on arrive à les rendre visibles sur la page Decathlon, sur Google, mais aussi sur Page Jaune, sur Foursquare, sur énormément d'outils. Et donc là, on vient de changer, on travaille avec Yext, qui permet de gérer en fait la présence de la marque de manière unifiée sur l'ensemble de ces sites, magasin par magasin, avec les visuels, avec le nom, avec les horaires d'ouverture qui peuvent changer et qui sont déployés instantanément sur l'ensemble de ces supports. Et il y avait un point où on n'avait pas échangé, mais c'est le SXO, parce que je te rejoins Aurélie, c'est un vrai sujet. Moi, je le définis comment aujourd'hui, Google nous positionne bien si on a bien fait le boulot de manière assez technique. Mais aujourd'hui, le temps que l'internaute a passé sur le site pour revenir faire cette même recherche sur Google est de plus en plus important. C'est-à-dire que la réponse qu'on a proposée n'est pas la bonne. Donc nous, on a lancé 2 chantiers avec 2 sports, 2 sous-marques, de manière très pointue, pour aller chercher et mieux comprendre justement toute cette expérience de la recherche. Vous tapez jogging, est-ce que vous voulez un pantalon pour mater la télé, ou est-ce que vous voulez des lieux de pratique, est-ce que vous voulez des chaussures pour courir un 40, un 10, un 120 km. C'est tous ces éléments-là qui sont, ou des conseils. Donc on travaille vraiment ce sujet. Oui, le but, c'est d'humaniser la relation justement entre l'utilisateur et l'interface. Exactement. Bien d'accord. Merci. Rogatien, on va encore parler de contenu de qualité. Il me semble que pour toi, en tout cas chez GMF, c'est important, et notamment aussi la problématique, le socle technologique. Mais je voudrais que tu expliques comment vous faites pour... on le sait, aujourd'hui, évidemment, le contenu, c'est important. Il faut se positionner sur l'ensemble des mots-clés, mais pas que. On est passé sur une deuxième phase de contenu de qualité, et maintenant encore plus loin, mettre du fun, mettre un peu de l'événement, en fait, finalement, à travers des vidéos, des meet-up, du live avec les différents réseaux sociaux qu'on connaît. Comment vous faites chez GMF, justement, sur cette partie de contenu pour différencier tout ce style de contenu existant ? Eh ben, en fait, finalement, côté GMF, comment on fait, notre problématique, elle est assez particulière, puisque la GMF, c'est la garantie mutuelle des fonctionnaires. Donc, 80% de notre portefeuille, ce sont des agents des services publics. Et donc, pour finalement faire un contenu qui soit unique et pertinent, il faut aussi tenir compte de ces cibles qui sont totalement différentes. On ne peut pas parler de la même façon et des mêmes sujets à finalement une infirmière en hospitalier ou à un professeur de mathématiques. Donc finalement, il faut qu'on arrive à créer des contenus qui soient uniques, pertinents et qui soient aussi le plus frais possible. Après, il y a un deuxième prisme, et c'est finalement ce qu'on a vu là sur ce benchmark, c'est que finalement les consommateurs vont chercher ce contenu à la fois en SEO, à la fois en SIA et aussi sur la partie sociale. Donc il faut qu'on ait à la fois une réponse adaptée pour chaque contexte, pour chaque utilisation. Donc le traitement qu'on doit faire, il est double. C'est bien un traitement pour une cible donnée et un traitement derrière sur une réponse. On ne va pas répondre de la même façon à une personne qui est en train de consulter finalement notre page ou notre SAV sur Twitter, ou est en train de se renseigner sur les réseaux sociaux, par rapport à une personne qui fait une recherche sur meilleure assurance auto sur la partie SIA. Pareil, on ne fera pas non plus la même réponse à une personne qui est en train de se poser des questions sur sa franchise ou sur son bris de glace et qui est là sur des requêtes qui sont beaucoup plus longue traîne, qui se demande pourquoi est-ce que mon assureur, alors que je paye déjà, me demande une franchise. Donc cette réponse-là, elle est compliquée. Elle a été compliquée parce que finalement, on se dit qu'on va réussir très vite à couvrir une partie du champ, mais il va falloir aussi trouver une réponse pour industrialiser la façon dont on crée ce contenu-là. Ce contenu, il doit continuer à vivre, il doit continuer à être en rapport avec l'actualité, il doit continuer à finalement avoir cette fraîcheur qui fait que quand la personne arrive, elle se dit oui, il a compris ma requête, oui, il a compris ma problématique, et donc oui, cette marque-là, même si on remonte dans la chaîne et on n'est pas forcément sur une réponse GMF en tant que telle, comme le grand le disait tout à l'heure,
l'heure, on est sur une réponse à une attente, à une question, et qui fait qu'on est en train de construire une relation et une préférence de marque. Sur les outils que vous utilisez au quotidien chez GMF? Et sur les outils, parce que pour nous, la réponse a été à la fois de faire ce qu'on pourrait appeler une usine à contenu pour pouvoir adapter à chaque fois le discours par finalement cible et ensuite par canal. Et ensuite, ça a été un socle technologique, parce qu'il faut bâtir un socle technologique pour pouvoir traquer, mesurer et finalement optimiser ce contenu. On ne peut pas forcément avoir du premier coup la bonne réponse. Donc on utilise pour ça les outils qui sont à notre disposition. On parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux de Hootsuite, mais il y a aussi des outils sur lesquels on se pose beaucoup de questions et on est en train d'avancer typiquement sur du marine software qui va nous permettre à la fois de gérer la bibliothèque de contenu qui est un peu différente et de la pousser indifféremment sur des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais aussi de gérer cette partie-là sur le SIA, puisque c'était leur cœur de métier, et sur la partie Google Shopping, même si ça ne nous concernait pas sur GMF, mais c'est finalement assez intéressant. Après, sur la partie SEO, et c'est ça qui nous permet de monitorer la longue traîne et de voir les tendances, sur le SEO, on utilise la Search Console et les outils type SEMrush qui nous permettent finalement de bien monitorer. Et l'idée, c'est finalement d'agréger au maximum toute cette data, et derrière de pouvoir en faire des tableaux de bord et de pouvoir en faire des éléments qui serviront à briefer nos agences et à mieux comprendre finalement les cibles. Tous les trois, on avait une question aussi à vous poser sur la création de contenu au quotidien, puisque apparemment c'est quand même le sujet important pour travailler le référencement naturel ou payant. Comment vous fonctionnez chacun dans vos entreprises? Parce que là, j'ai entendu plusieurs fois le mot industrialisation. Je pense que c'est un thème qui est un peu important sur cette partie contenu, justement. Alors je commence. Sur le contenu, on a vraiment des gens dont c'est le métier chez nous, qui ont le label contenu. On a essayé de mettre en place toute une organisation, des comités éditos qui sont, là où tu parlais de silo tout à l'heure, intermétiers, ça c'est important. Et ensuite, on s'adresse à des agences. On a différentes agences de contenu qui nous aident. Et je reviens juste une seconde sur les outils qu'on utilise, parce que pour moi c'est très lié. Les gens qui font du contenu, ils utilisent aussi des outils. Tu as parlé de la suite Google, nous, on a vraiment eu à cœur que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui se passe sur le site, qu'est-ce que je regarde dans la suite Google. On utilise aussi un outil propriétaire de l'agence là qui nous conseille pour le suivi des positions, notamment de ce que tu disais aussi, le SEO, SEA, où est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas. Donc c'est la suite qui s'appelle Monitoring de mon prestataire Pixelion. Voilà. Aurélien, peut-être? Moi, sur le contenu, en fait, on a deux stratégies. Alors, on a une problématique organisationnelle en ce moment qui fait que ça peut pas être une des priorités, parce qu'en fait, on est en train de découper tous les sports et toutes les marques, donc on est en train de se staffer en interne. Par contre, en termes de contenu, on a toute la partie produit qui est très axée sur le decathlon.fr. Je vous invite à aller faire un tour si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur toute la partie plutôt conseil, accompagnement du choix du sportif, de se mettre au sport, de monter en gamme, en compétence sur le sport, on l'a sous un sous-domaine aujourd'hui qui s'appelle Conseil Sport. Et donc c'est sur cette partie-là notamment qu'on investit beaucoup de temps et de contenu, qu'on produit beaucoup de contenu, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire sur cette partie-là. Et donc pour répondre sur la partie GMF, finalement on a eu une démarche en deux temps. La première démarche, ça a été finalement de commencer sur des comités éditos et de centraliser le contenu. On a travaillé beaucoup avec des journalistes en freelance. On a essayé vraiment de se professionnaliser sur cette partie contenu, mais finalement on se rend compte que il y a un moment donné, ça veut dire une coordination et un travail qui est pour une marque comme la GMF et pour un service digital qui est quand même colossal. Donc on se dit et avec une qualité qui est pas toujours au rendez-vous. Donc là aujourd'hui, on
on travaille sur une proposition avec Nexton pour finalement arriver à se dire on a les éléments data, on a ces éléments et finalement cette trajectoire qu'on veut avoir, et on va travailler sur cette notion d'industrialisation qui permet, et de rationalisation qui permet d'avoir sur un acteur finalement unique, un guichet unique, et après derrière d'avoir cette déclinaison qui soit avec des journalistes, avec de l'infographie, avec de la vidéo, et qui va nous permettre finalement vraiment de passer à une échelle qui soit plus industrielle. Bon, je me permets, hein, j'ai une petite question, parce que vous êtes plusieurs à avoir parlé de longue traîne et de l'importance donc que ça avait pour vous. Je pense qu'on a vu tout à l'heure que ça avait justement, c'était en rapport aussi avec la partie recherche vocale. Donc, est-ce que c'est un sujet pour vous, donc, enfin, vous commencez à prendre ça un petit peu en compte? Est-ce que c'est un sujet qui va être important pour vous dans les mois, années, peut-être, je sais pas, qui vont venir? Est-ce que, au contraire, c'est encore une techno beaucoup trop jeune pour vous? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le vocal est, enfin, vous le disiez très bien, avec les 20% actuels sur Google, avec les nouvelles devices qui arrivent un peu partout, nous on le prend vraiment en compte. Il y a beaucoup de projets pilotes sur du Google Home, du Google Assistant qu'on est en train de développer. Mais après, il y a le point très local, et notamment sur la recherche vocale, on est très sur de la recherche très locale. Et donc nous, on met l'emphase sur nos magasins pour qu'ils aient justement de plus en plus la main pour travailler en fonction de leur zone de chalandise, des sportifs autour d'eux, quel type de pratique, pour qu'eux puissent vraiment travailler la pertinence des contenus en fonction de ça. Parce que c'est un vrai élément déclencheur et c'est un point qu'on prend vraiment en compte. Aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, j'ai pas la visibilité et la vision vraiment claire sur comment les Google Home, etc. vont avoir l'impact. Ça m'intéressera d'en échanger sur en tout cas la position 0 ou comment ça va être vu, comment va être AdWords, enfin le SIA là-dessus, mais c'est clairement dans nos roadmaps et c'est des sujets qu'on traite déjà. Moi je vous ai déjà parlé de la tendance vocale, de comment est-ce qu'on on l'exploitait. Ce que je retiendrai, c'est le côté organisation et pragmatique aussi derrière, c'est-à-dire qu'on va se fier au volume de recherche, ce que font nos concurrents ou pas. Certes, on va écrire, comme on l'a dit, écrire du contenu, c'est consommateur en temps, en ressources, en énergie. Donc on va miser sur certaines questions-réponses, par exemple, et après on va regarder ce qui marche. Et on va enrichir toutes les semaines, donc d'où les outils, d'où le suivi, et on aime bien capitaliser sur une ou deux pages qui apportent énormément de trafic, et c'est le cas. On voit il y a certaines questions qui émergent plus que d'autres, et voilà, on capitalise là-dessus. Pour compléter, et c'est ce que vous étiez en train de montrer aussi tout à l'heure, sur la partie smart bidding, sur cette, finalement le poids de la longue traîne et du vocal, il y avait des outils, on a cité SEMrush tout à l'heure, il y a aussi une vraie révolution côté Google sur beaucoup plus d'automatisation et beaucoup plus finalement on va dire d'intelligence qui est mis dans la façon de faire du search. Les campagnes automatisées, typiquement DSA, qui sont de plus en plus démocratisées, en fait permettent d'avoir un monitoring beaucoup plus intéressant et important sur ce genre de campagne. C'est-à-dire que on vient plugger une grande partie des contenus de son site et les inclure finalement dans des campagnes automatisées qui sont gérées totalement de l'annonce finalement aux résultats et aux enchères, et qui sont intégrés totalement par un algorithme du côté de Google. Ça nous permet quoi? Ça nous permet nous de nous concentrer finalement au départ sur la création de contenu, et après derrière ça nous permet de voir finalement l'évolution des requêtes qui sont de plus en plus longue traîne, et de prendre en compte mieux que ce qu'on aurait été capable de faire au départ, de bien voir l'évolution et d'aller chercher finalement des requêtes sur lesquelles on n'était pas forcément positionné, et sur lesquelles on ne se positionnait pas forcément. Donc c'est ça aussi qui nous permet déjà de voir l'évolution de la longue traîne, et c'est aussi cette tendance-là
qui va de plus en plus rentrer en ligne de compte et qui va permettre de commencer à préparer le switch vers le vocal. Après, côté, on va dire, assurance et services financiers, on est un petit peu dans un contexte qui est un peu différent sur le vocal, qui n'a pas forcément lieu d'être, où la personne va pas demain dire devis assurance auto à son Siri, mais on va être sur des questions qui vont se poser un petit peu après. Ce qu'on voit sur du vocal très concrètement, c'est toujours des questions du pourquoi, du comment, et pour l'instant, on est surtout sur un environnement qui est plus de loisirs et d'entertainment et qui n'est pas encore arrivé sur des questions vraiment services financiers. Si vous me permettez, j'ai une dernière question. Je suis intéressée. Tout à l'heure, donc, je parlais de la partie passage du responsive au mobile first design. Donc là-dessus, on n'a pas du tout préparé. Je voulais savoir justement un petit peu où est-ce que vous en étiez. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération, sachant que forcément l'analyse de Google dans les prochains mois va se positionner plus sur l'un que sur l'autre. Par expérience, je travaille encore plus avec des entités qui sont encore plus en responsive clairement qu'au mobile first, même si ça fait plusieurs années même qu'on en parle. Donc je voulais savoir où est-ce que vous en étiez là-dessus. Oh. En termes d'UX, nous, on a refondu notre site il y a un an et demi, donc en termes de responsive, on est au bout du jour. Par contre, en termes un peu plus techniques, et le changement d'index dont vous parliez tout à l'heure, là, qui va être déployé maintenant, là, et sur Google annonce ça quand même sur assez longtemps, on procède avec un audit mobile, toujours via mon prestataire partenaire, et il se trouve que heureusement on n'a pas de gros trous dans la raquette, on n'a pas de site mobile, on est vraiment un site responsive, donc voilà, il y a des petites choses à voir sur les données structurées, les formats AMP, là aussi beaucoup de mots-clés à la mode, mais c'est très raisonnable, donc heureusement, parce qu'on a déjà pas mal de travail. Nous, sur le mobile, on essaye d'avoir cette démarche vraiment mobile first. Et il y a surtout un point qu'on monitore et qu'on essaye d'optimiser tous les jours, c'est la performance. Parce que c'est l'élément numéro 1, 2, voire 3 de pourquoi je repars d'un site et pourquoi mon site est efficace. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de monitorer avec le côté mobile en premier KPI. La performance sur mobile, sur l'ensemble des devices et des marchés. Mais encore une fois, il y a énormément de chantiers et de travail à faire sur ce sujet, mais c'est clairement dans nos problématiques. Tu voulais intervenir ? Oui, pareil. Après, et nous, on était dans un schéma qui est un peu différent, parce que beaucoup de gens avaient pris le virage du responsive. On a un site mobile qui est dédié. Et le site mobile qui est dédié, on l'avait travaillé sur une notion qui était importante pour nous et qui finalement encore rejoint ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est sur des micro-moments et sur finalement la convergence à un moment donné sur la partie SEO, SIA et social, et d'une consommation sur le mobile qui est complètement différente de ce qu'on pouvait observer avant. Donc on a pris ce prisme-là et ce virage-là. Après, ça veut dire que les contenus aussi, ils étaient, et la stratégie de contenu qu'on a déployée au départ, c'était vraiment pour répondre à cette problématique mobile qu'on a étendue derrière sur la partie desktop. Donc aujourd'hui, ce shift mobile, il est clairement pris en compte de notre côté. Après, il y a un socle technique qui fait que quand on est sur un site mobile dédié et que finalement, ça veut dire qu'il y a une non prise en compte de la partie desktop. Il y a du travail à faire sur l'architecture technique qu'on est en train de mener, mais c'est vrai que ce prisme-là est important et intéressant à travailler. Merci Rogatien. Une dernière question peut-être pour clôturer cette conférence. C'est un peu la question piège. Sans tout dévoiler, est-ce que vous auriez un chiffre à nous donner pour illustrer un peu tout ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure, que ce soit chez Legrand, Decathlon ou GMF ? Je sais, c'est une question piège, mais c'est un peu pour se projeter.
Nous, c'est juste en termes de trafic. On a, c'est assez la tendance sociétale, mais on a plus de 55% du trafic qui est mobile tablette. Donc c'est pour rejoindre sur tous ces sujets, mobile first, de comment on est visible sur les moteurs et en fonction de sur le mobile, on ne va pas toujours faire le même type de recherche que sur desktop. Donc voilà, c'est un chiffre que je peux dévoiler. Merci. Par rapport à l'année dernière, c'est pareil, nous aussi on a des belles réalisations. Sur le site, on est à plus 20% de users. Donc c'est une stratégie SEO qui paye sur le long terme. Et sur YouTube, on n'a pas parlé aussi, on a fait de l'optimisation sur les réseaux sociaux. Là, on est à plus 170%. Alors on partait de loin, hein, mais on a bien progressé. Ouais, petit aparté avant d'en parler avec toi, Rogatien, sur YouTube, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu veux nous dire un mot justement là-dessus, sur la problématique et comment vous l'utilisez au quotidien? On parlait des moteurs de recherche, on dit souvent que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Là, nous, notre travail était plus en termes d'optimisation, se poser les bonnes questions, se dire qu'est-ce que c'est un bon descriptif, qu'est-ce que c'est un bon titre, qu'est-ce que c'est une belle vignette. Quand en 3 secondes, comme on disait tout à l'heure, j'arrive, est-ce que je trouve ce que je veux, est-ce que j'ai des playlists. Donc déjà les bases du SEO, mais sur YouTube. Là encore, on a été conseillé au départ et ensuite on a réussi à le faire en interne et maintenant on réussit à l'externaliser. Donc voilà, la boucle est bouclée. Vous voulez peut-être aussi intervenir sur YouTube, Aurélien? YouTube, alors autre? non. Enfin, pas sur YouTube. Ou On peut-être un autre. on a revu toute la Oui. stratégie qui était plutôt, nous, un fourre-tout. Et là, on travaille plutôt l'axe très social, vlogueur. On a testé 4 formats vlog, mais on ne le travaille pas assez sur la partie recherche, justement, avec les fameux 3 types de vidéos qu'il faut pouvoir produire. Voilà. On le sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, la micro-influence est ultra importante. On l'a pas mis dans les 5 commandements. On aurait pu en rajouter un 6e. Je perds ma voix, mais ça aurait pu être un point 6 avec justement le fait de créer de la micro-influence et de se rapprocher de plus en plus d'influenceurs, mais de petits influenceurs, pas forcément avec des millions de vues et de millions de chiffres, mais c'est vraiment de créer une relation de proximité et d'aller plus loin en fait avec eux sur de la création de contenu, que ce soit de la vidéo, de l'infographie, du live au quotidien. Rogatien, est-ce que tu vas intervenir là-dessus ou peut-être nous donner ton chiffre Alors secret, clé? sur les chiffres, je vais un peu tricher sur Decathlon, mais c'est un chiffre qui me paraît vraiment intéressant, c'est que finalement aujourd'hui on est à environ 50-52% de notre trafic prospect qui provient de notre site mobile. C'est un chiffre qui pour moi est hyper important parce que quand on connaît les chiffres du secteur assurance, on est entre 35 et 40% des requêtes qui sont faites, assurances qui sont faites sur mobile. Ça veut dire que finalement, on a réussi à prendre le virage un peu avant d'autres et que finalement, on est en train finalement de récolter les fruits d'une stratégie qui n'est pas que basée sur finalement des schémas de performance, mais plutôt dans une intégration complète et qui nous permet finalement d'avoir pris cette avance et de coller encore plus aux attentes des consommateurs. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions que vous souhaiteriez poser à nos annonceurs? Je crois que tout le monde a compris et que tout le monde était très clair. Merci à tous, merci à vous. Merci.